À mon tour de remercier l'UMR d'avoir retenu ma proposition de ce séminaire dont l'idée est née finalement dans une situation qui n'était pas tout à fait propice au bonheur, il faut bien le dire, puisqu'on était entassés à 5 dans une mini sur le chemin entre Aix et Pau. Je suis heureuse, moi aussi, sans mauvais jeu de mots, de voir que finalement la question du droit au bonheur prospère, en tout cas au moins à l'UMR 10, puisque ce séminaire s'inscrit dans la continuité de l'Université d'automne de l'ILF que nous avons organisé sur le thème droit au bonheur, droit au développement durable. D'ailleurs, vous voyez sur le fond une partie de la fiche du colloque qui avait été faite par Charlotte. Une idée qui prospère, puisqu'il y a aussi, j'en profite pour faire une petite pub, un colloque qui va être organisé à l'Université de Corse sur le droit au bonheur, une idée toujours neuve, qui aura lieu les 9 et 10 avril à Corté. Et pour ceux qui veulent encore postuler, il est toujours temps. La deadline pour l'appel à contribution, c'est le 16 décembre. Vous pouvez trouver l'appel à contribution sur le site calenda.org. Et puis, il faut bien dire que la problématique du droit au bonheur, elle commence par ailleurs à faire l'objet de quelques ouvrages et de chapitres dans des ouvrages collectifs. Je signale notamment, pour ceux qui voudraient se documenter, un excellent ouvrage assez précurseur qui a été publié sur le droit au bonheur en 2016 par l'Université de Limoges. C'est les actes d'un colloque qui s'était déroulé en 2014, auquel avaient d'ailleurs participé nos collègues Marthe Stefanini, Fatin Rouge et Laurence Gay. Également plusieurs ouvrages qui sont parus dans le cadre du programme Bon Droit, qui était dirigé par Félicien Lemaire de 2016 à 2019 à l'Université d'Angers. Je dois dire que je suis assez contente parce que finalement la création de la revue juridique du bonheur, dont j'assure la direction éditoriale, s'inscrit finalement dans ce développement de la problématique du droit au bonheur. Et il est vrai que il y a 6 ans, quand on a lancé la revue, on avait un accueil qui était plutôt moqueur ou taquin, dirons-nous. Mais je dois dire que c'est assez agréable de travailler sur une problématique qui fait souvent sourire les gens. Bon, même si le sourire n'est pas toujours totalement bienveillant, faut bien le dire. Donc, je voudrais commencer par quelques chiffres pris dans le... Il faut que je suive avec 2 PowerPoint. Prise en fait dans le World Happiness Report, en fait, qui est le fruit d'un partenariat entre plusieurs organismes, dont notamment le Sustainable Development Solution Network des Nations Unies, qui a été créé pour promouvoir les 17 objectifs de développement durable. Le World Happiness Report, je cite, reflète la demande mondiale pour une plus grande attention au bonheur et au bien-être en tant que critère des politiques gouvernementales. Et il dresse un état des lieux du bonheur dans le monde d'aujourd'hui et montre comment la science du bonheur peut finalement explique les variations personnelles et nationales du bonheur. Alors, parmi les quelques chiffres que je voulais montrer, c'est ceux qui concernent la France dans le cadre de ce World Happiness, le dernier finalement rapport qui est paru cette année en 2024, et donc sur le ranking, le classement des États, la France se trouve en 27e position. Mais je crois qu'il faut, qui est finalement pas si étonnant que ça, on est plutôt dans cet ordre de classement-là dans beaucoup de rapports sur les libertés. Je pense notamment à la liberté de la presse et autres. Je pense qu'il faut compléter aussi, par contre, en montrant, et ça permet peut-être de dresser un petit signal d'alarme, c'est qu'il y a un classement qui est fait, par exemple, par âge, en fait, comment effectivement les personnes ressentent finalement le bonheur dans leur pays par catégorie d'âge, et on voit que si on prend les jeunes, c'est-à-dire les personnes en deçà de 30 ans, la France dégringole à la 48e place, alors accompagnée d'un certain nombre de pays comme le Guatemala ou le Monténégro. Et puis un autre élément qui est finalement l'évolution en fait de la perception du bonheur. Et là, la France dégringole au 91e rang, ce qui veut dire qu'en fait les gens se sentent de moins en moins heureux
en France. L'évolution est calculée entre finalement l'indice sur la période 2006-2010 et l'indice sur la période 2021-2023. Donc j'aurais tendance à dire peut-être qu'il est temps de faire quelque chose et donc de s'activer effectivement sur cette problématique. Alors, peut-être quelques propos liminaires avant de rentrer dans le vif du sujet. Je tiens à préciser que mes travaux sur le droit au bonheur sont des travaux qui sont vraiment en cours, pour la simple et bonne raison que finalement, je n'ai pas tant de temps que ça à y consacrer. Donc quand on fait une conférence sur le droit au bonheur pour les nuls, je peux m'inclure dedans, ce qui facilite un peu les choses et qui me dédouane d'un certain nombre de choses ou peut-être d'approximations que je pourrais éventuellement dire. Et je souhaitais en fait, avant de commencer, peut-être faire la genèse de mon investissement dans ce champ de recherche qui paraît toujours surprenant pour les gens. Tiens. Et d'ailleurs, lorsque j'ai été auditionnée pour être recrutée à AMU, on m'a demandé mais pourquoi le droit au bonheur? Et en fait, je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Et en réalité, il me semble aujourd'hui qu'on est un peu dans le cadre d'une recherche que j'appellerais sérendipienne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la sérendipité, qui est un terme qui évolue, qui est de plus en plus étudié. Classiquement, on présente la sérendipité comme le fait de faire par hasard une découverte inattendue qui finalement s'avère ensuite vraie. Et finalement, quand on creuse un peu la notion de sérendipité, la notion n'est pas véritablement liée au hasard. Et j'ai notamment lu comment pouvaient le définir les spécialistes de la sérendipité, notamment Sylvie Catelin, qui est une chercheuse en infocom, qui a écrit un ouvrage en fait sur la sérendipité. Et elle le présente comme la faculté de prêter attention à un fait ou à une observation inhabituelle et d'en imaginer une interprétation pertinente. Elle explique qu'en réalité, ce qui ressort de ses recherches sur la sérendipité, c'est que la découverte scientifique n'est pas réellement faite par hasard, elle implique en réalité une certaine réceptivité, un sens de l'observation et une capacité à se laisser surprendre et à y prêter attention. Et ça suppose finalement, et c'est là que c'est important, ça suppose finalement de ne pas être prisonnier d'idées préconçues, de paradigmes, de modèles explicatifs classiques qui précisément vont empêcher de percevoir ce qui sort de l'ordinaire ou qui serait pertinent à étudier. Et c'est donc aussi une question de liberté d'esprit. C'est d'être suffisamment curieux et finalement de poursuivre ses recherches en dehors des sentiers battus, bref, à s'écarter des lieux communs de sa discipline. En s'émancipant finalement des idées préconçues et en étant finalement plus attentif à ce qui sort du cadre. Et finalement, c'est un peu comme l'idée de cette conférence. C'est vraiment dans cet état d'esprit que j'ai accepté totalement par hasard lors d'un déjeuner familial et sans trop y réfléchir la proposition en fait de ma cousine par alliance qui avait quelques années plus tôt créé l'Observatoire international du bonheur, qui est une ONG reconnue par les Nations Unies. Et qui m'expliquait qu'après plusieurs années d'existence, en fait, l'Observatoire international du bonheur a été créé en fait par des avocats du barreau de Montpellier. Et elle m'expliquait que finalement, après plusieurs années d'existence, ils se rendaient compte que, il fallait finalement créer peut-être une revue, la revue juridique du bonheur. Et qu'il finalement souhaitait faire porter scientifiquement cette revue par un chercheur ou un enseignant-chercheur, et que jusque-là, il n'avait pas trouvé quelqu'un un chercheur ou un enseignant-chercheur qui acceptait de se lancer dans cette démarche. Et finalement, c'est ce jour-là que j'ai accepté, sans trop y réfléchir, d'investiguer un champ de recherche auquel, à vrai dire, avant ce déjeuner-là, j'avais jamais pensé qu'il pouvait être un champ de recherche ou même que le droit au bonheur puisse exister. Et en fait, du coup, je me suis interrogée sur la raison pour laquelle, alors que pas mal de personnes avaient refusé de porter cette revue, pourquoi j'avais accepté. Et je pense que certainement que mes travaux de recherche précédents, particulièrement en Nouvelle-Calédonie, et certainement aussi ma construction de chercheur à 20 000 km de l'Hexagone, dans finalement un cadre juridique dérogatoire au droit français, un cadre juridique qui tente de s'émanciper du modèle jacobin,
a finalement fait que j'étais plutôt disponible, intellectuellement en tout cas, pour envisager un tel champ de recherche, alors qu'il avait été finalement balayé d'un revers de main par plusieurs collègues. Certainement aussi, je pense avec le recul, que mon évolution dans un milieu juridique anglo-saxon, qui est extrêmement pragmatique, a favorisé aussi cette ouverture d'esprit nécessaire pour finalement ne pas laisser les obstacles théoriques refuser effectivement d'investiguer ce champ de recherche. Et finalement, ce sentiment m'a poursuivi ensuite lorsque finalement je m'interrogeais quoi faire de ce champ de recherche. Je me suis rendu compte que essuyer les sarcasmes finalement des collègues, c'est une chose, mais construire une théorie scientifique pour rendre crédible la notion en est une autre. Et finalement, j'ai eu une intuition que depuis je tente de filer avec le peu de temps que j'arrive à y consacrer. L'idée qui a surgi en fait dans mon esprit est la suivante, et elle se décline en deux temps. Le droit au bonheur serait finalement un droit matriciel à l'origine de l'organisation étatique des sociétés modernes, à l'origine du passage de l'état de nature à l'état de droit, et il est donc à mon sens finalement le droit à la base de ma discipline, qu'est le droit constitutionnel. Et donc ça, c'est le premier temps du raisonnement. Et le deuxième temps du raisonnement, c'est de se demander finalement, alors que le bonheur, on va le voir, n'est pas un droit nouveau, le droit au bonheur n'est pas un droit nouveau, mais c'est plutôt un droit, on va dire, en réémergence. Finalement, les raisons j'ai réfléchi aux raisons de cette réémergence, et elles peuvent être trouvées, à mon avis, dans les multiples crises que traverse le monde aujourd'hui, crise environnementale, crise sociale, crise politique, crise économique. Et finalement, ce que j'essaye de démontrer, c'est que le droit au bonheur est finalement l'expression d'un droit au développement durable, et qui permet de réinterroger la logique individualiste des droits de l'homme pour tendre vers une vision un peu plus holistique du monde, et il permet finalement de penser différemment le monde et de remettre en perspective certains concepts pour trouver des applications concrètes. Alors, j'ai déjà pleinement conscience qu'en énonçant ça, ça peut effectivement générer des réactions un peu iconoclastes. Mais en réalité, je crois que la problématique du droit au bonheur me correspond assez bien, parce que je fais un peu du droit comme je suis. Et j'avoue avoir beaucoup de mal à l'heure actuelle avec le monde dans lequel nous vivons en France ou comme partout dans le monde. J'avoue avoir un peu de mal avec le monde que nous allons léguer à nos enfants. Alors même que je fais partie en réalité des privilégiés. Alors finalement, travailler à renverser des paradigmes, c'est finalement affirmer sa liberté de chercheur. C'est aussi être juriste dans la cité. Et finalement, le postulat de cette conférence, avec le pour les nuls, s'avère en réalité peut-être plutôt celle du bon sens. D'un bon sens qui est émancipé finalement de barrières théoriciennes qui font que parfois certains oublient que le droit est un outil au service de la cité, et ça c'est quelque chose que je crois qui est important à prendre en considération. Certains oublient que finalement le politique décide et le droit lui donne les outils pour mettre en œuvre la décision politique, et non l'inverse. Alors, ceci étant dit, le premier élément, à mon avis, c'est de s'interroger sur le droit au bonheur existe-t-il ? Le droit au bonheur existe-t-il ? Et alors là, évidemment, ça pose un certain nombre de questions, puisque la reconnaissance d'un droit au bonheur doit faire face à de nombreuses idées reçues. À l'évocation d'un droit au bonheur, on peut constater finalement la même défiance que celle qu'a connue le droit à l'environnement en son temps, à mon avis. On va percevoir tantôt un sentiment de circonspection quant à la définition et la délimitation de l'objet de ce droit. On va pouvoir également constater de l'incompréhension quant à la nécessité de finalement reconnaître ce droit. On va rencontrer aussi de l'opposition quant à en faire un objet du droit. Et finalement, la consécration d'un tel droit, dont l'objet est perçu comme totalement utopique et idéaliste, serait déconnecté du nécessaire réalisme juridique.
Et j'ai été frappée en fait de constater en lisant la définition qui était donnée par Michel Prieur dès la première page de son ouvrage sur le droit de l'environnement, de la similitude des idées préconçues en fait sur le bonheur. Selon que finalement, selon Michel Prieur, hein, j'ai mis la citation, hein, l'environnement exprimerait des passions, des espoirs, des incompréhensions. Et c'est surtout cette phrase où je trouve qu'il y a des similitudes, c'est selon le contexte dans lequel il est utilisé, il sera un luxe pour pays riches, un mythe, un thème de contestation issu des idées hippies et 68ardes, les fleurs et les petits oiseaux. Faites bonheur ou droit au bonheur sur Internet et vous allez voir les images qui sortent. Finalement, il est vrai que la reconnaissance d'un droit au bonheur, hein, je ne nie pas, hein, peut légitimement questionner. Qu'est-ce que le bonheur ? Finalement, comment cette notion, par essence subjective, hein, peut-elle être captée par le droit ? Notion qualifiée de nébuleuse, hein, notamment par Jean-Pierre Marguenot, notion qui est polysémique, qui est subjective, qui est protéiforme. Finalement, le bonheur comme objet du droit contraint nécessairement à éprouver certaines conceptions juridiques quant à sa captation par le droit au-delà de simples objectifs de politique publique. Et impose finalement de se questionner quant à ses vecteurs et ses récipiendaires, ou encore quant à sa justiciabilité. Et ça pose évidemment la question de la titularité du droit au bonheur. Est-ce qu'on parle, et ça c'est une des premières questions auxquelles on doit répondre, est-ce qu'on parle ici de bonheur individuel ou de bonheur sociétal ? Pour ma part en tout cas, et c'est ma position à moi, il est apparu assez rapidement à mon sens, et les discussions de l'ordre de l'université d'automne en septembre m'ont renforcé dans ce positionnement, que le droit au bonheur peut difficilement avoir une dimension individuelle. Et d'ailleurs, ce n'est pas à l'État, à mon sens, d'interférer dans la sphère privée pour veiller au bonheur de chacun. Et donc mon approche, elle est évidemment, c'est une approche qui est de droit constitutionnel et donc qui envisage le bonheur en tant que bonheur sociétal. Et on va d'ailleurs voir dans les textes, hein, dans les textes fondateurs du droit constitutionnel, que le but de la société politique, ou en tout cas l'un des buts principaux de la société politique, c'est le bonheur du plus grand nombre. Et lors de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, hein, cette idée elle est communément acceptée, on va le voir, que ce soit aux États-Unis ou en France notamment. Finalement, on considère que le devoir du souverain, hein, qu'il soit libéral ou despote éclairé, c'est de veiller en fait au bonheur sociétal. Et on trouve notamment cette idée chez Beccaria, par exemple, hein, en Europe. Et donc, je pars, moi, du postulat qu'on envisage le droit au bonheur comme étant un droit au bonheur sociétal. Alors, ensuite, une des questions qu'on me pose régulièrement, c'est droit au bonheur ou droit du bonheur ? Alors, il me semble qu'il peut exister qu'un droit au bonheur et non un droit du bonheur, et vous verrez certainement pourquoi dans les développements qui suivent. Mais parce que je pense que le droit au bonheur, finalement, trouve à s'exprimer via des vecteurs qui sont en réalité des droits qui permettent de le mettre en œuvre. Et l'argument principalement opposé, hein, au droit A, donc droit à la santé, droit au travail, droit à l'environnement, droit à l'égalité, réside dans l'impossibilité pour chacun de pouvoir jouir complètement d'un droit A. Et pourtant, quand je me suis interrogée là-dessus, il me semble qu'on ne nie pas le caractère fondamental du droit au travail sous prétexte que des gens sont au chômage. On nie pas non plus le droit à la protection de la santé sous prétexte que certaines personnes sont en mauvaise santé. On nie pas le droit à l'égalité de traitement sous prétexte qu'il existe des inégalités. Et donc si on applique finalement le même raisonnement au droit au bonheur, pourquoi on nierait finalement l'existence d'un droit au bonheur alors même que parce que tout le monde n'est pas heureux. Alors évidemment, hein, ça peut paraître un argument qui est peu juridique, mais en tout cas, il me semble que ce positionnement-là oblige quand même à investiguer et à voir si on peut avoir une réalité, si le droit au bonheur peut avoir une réalité.
Alors, les premières expressions du droit au bonheur, elles sont finalement, on les retrouve dans le courant de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et en réalité, moi, dans le cadre de mes recherches, ce que j'ai fait, c'est que je me suis finalement engagée dans une espèce de démarche épistémologique de ma discipline, le droit constitutionnel. Et je me suis interrogée finalement sur l'origine de la science du droit constitutionnel. Et assez rapidement, on trouve un nombre de sources qui permettent de confirmer que la notion de bonheur est un objectif politique qui apparaît en réalité dès l'Antiquité. Puisque Aristote considère déjà que la meilleure constitution, alors évidemment au travers du concept de politeia, la meilleure constitution doit avoir pour objet le bonheur de l'individu et le bonheur de la cité. Mais le bonheur, il est surtout omniprésent, et le droit au bonheur, il est surtout omniprésent dans les discussions révolutionnaires du XVIIIe siècle. Il est présent aux États-Unis ou en France, et finalement c'est à cette époque qu'on va retrouver les premières références au bonheur dans les textes constitutionnels. On peut citer évidemment les déclarations de droit américaines. Alors je vous ai mis un extrait de la déclaration de droit des droits de Virginie, dont l'article 1er, c'est de dire que tous les hommes sont par nature également libres et indépendants et possèdent certains droits propres, dont, lorsqu'ils forment une société, ils ne peuvent, par quelque contrat que ce soit, se priver ou priver leurs descendants, à savoir le droit de jouir de la vie et de la liberté, accompagné des moyens d'acquérir et de conserver la propriété, et de rechercher et d'atteindre le bonheur et la sûreté. Et l'article 3 de la Déclaration de droit de Virginie dit que la meilleure forme de gouvernement, c'est celle qui est susceptible d'assurer le plus grand degré de bonheur et de sûreté. Si on reste en restant aux États-Unis, on peut également trouver des traces du droit au bonheur dans la Déclaration d'indépendance américaine. Déclaration d'indépendance américaine qui effectivement mentionne également le droit à la recherche du bonheur. On vous dit « Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Malgré l'absence de valeur juridique du texte, la Cour suprême américaine a établi une jurisprudence qui tient compte en fait de cette notion de recherche du droit au bonheur. Et finalement, le contentieux abondant auquel a donné lieu ce droit à la recherche du bonheur aux États-Unis va s'orienter tantôt vers le fait de laisser l'individu libre de poursuivre finalement son bonheur, ou au contraire de demander à l'État d'agir pour le libérer de conditions matérielles qui rendent difficile son accession au bonheur. Et donc la Cour suprême a pu rendre des décisions relatives évidemment aux libertés économiques, comme la liberté de travailler, la liberté d'entreprendre, ou encore la liberté contractuelle. Elle a aussi défendu d'autres droits, comme le droit de se marier avec la personne de son choix. On a notamment la très connue affaire Loving contre Virginia, où la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle une loi qui interdisait les mariages interraciaux. Et elle déclare « La liberté de se marier est depuis longtemps reconnue comme l'un des droits vitaux de la personne, essentiel à la poursuite du bonheur par des hommes libres. » Plus rares aux États-Unis ont permis de finalement fonder la défense de droits sociaux, également en se fondant sur le droit à la recherche du bonheur. Certaines jurisprudences avaient trait à des mesures de politique sociale, comme la vaccination obligatoire des enfants ou par exemple la stérilisation des personnes atteintes de troubles mentaux. Dans ce cadre, on a coutume de dire qu'aux États-Unis, il apparaît que finalement le droit à la recherche du bonheur tend assez largement vers un droit au bonheur individuel. Mais en réalité, et c'est pour ça que j'ai mis l'extrait qui suit, le texte de la Déclaration d'indépendance américaine a quand même finalement une appréhension du droit au bonheur qui est également collective, puisqu'elle considère finalement comme justifiée une résistance à l'égard d'un gouvernement qui ne respecterait pas les droits naturels déterminés, alors qu'il doit avoir été établi dans ce but. On vous dit les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés.
Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructrice de ce but, le peuple a le droit de le changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propices à lui donner la sûreté et le bonheur. Donc on voit effectivement que sous cet angle, finalement, la déclaration américaine va effectivement appréhender le droit au bonheur de façon également collective. Et ça rejoint finalement la perception qu'on peut en avoir en France à l'époque et qu'on retrouve dans le préambule de la déclaration des droits de l'homme de 1789, qui finalement déclare, il y a plus de 230 ans déjà, que finalement le droit au bonheur est effectivement un principe simple et incontestable. Donc je ne vous lis pas l'ensemble du préambule, mais ce qui est intéressant, c'est les mots que j'ai surlignés sur le diapo, c'est-à-dire qu'on va opposer effectivement, on vous dit donc que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. Et donc on rappelle effectivement qu'il faut que les réclamations des citoyens fondées sur donc les droits qui vont être proclamés dans les articles qui suivent, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Et je pense que en conséquence, il est important aussi, c'est-à-dire que si dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, le bonheur n'est pas l'unique objet, il est en tout cas finalement l'un des objets. Et puisqu'on vous dit en conséquence, et ça je pense que c'est important dans le raisonnement qui suit, en conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare les droits suivants de l'homme et du citoyen. Donc il y a quand même effectivement une corrélation assez claire entre le fait le droit au bonheur sociétal, puisqu'on parle de bonheur de tous, donc on parle de bonheur public, et les droits qui sont proclamés ensuite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, il y a les auteurs qui ont travaillé un peu sur l'histoire du droit au bonheur soulignent notamment l'influence de Beccaria sur les révolutionnaires français qui, dans son traité des délits et des peines, explique dans l'introduction de son ouvrage que son unique but, c'est de chercher la plus grande félicité du plus grand nombre. D'ailleurs, la DDH de 1789, elle reprend bien l'énoncé du principe de l'égalité des délits et des peines, décrit par Beccaria dans son ouvrage comme finalement un simple moyen qui anime le motif plus profond de son ouvrage, à savoir l'utilité sociale et la recherche du bonheur. On peut encore évoquer évidemment sur cette perception-là John Stuart Mill qui, finalement démarquant de son disciple Bentham, qui recherche lui le plus grand bonheur du plus grand nombre, considère que l'idéal utilitariste ne correspond pas au plus grand bonheur de l'individu, au seul bonheur personnel, mais réside plutôt dans le bonheur général, celui de la plus grande somme de bonheur totalisé. Finalement, on se rend compte qu'à l'époque, les révolutionnaires ont saisi l'objet politique bonheur pour l'institutionnaliser en faisant un droit politique. Et finalement, on le retrouve dans les textes ultérieurs. Alors, bon, évidemment, j'aime bien citer la déclaration montagnarde du 24 juin 1793, même si elle n'est pas entrée en vigueur, qui va finalement encore plus loin que la DDH de 1789, en faisant du bonheur, à l'article 1er, l'objet même de l'organisation sociale, en proclamant que le but de la société est le bonheur commun. Finalement, c'est Emmanuel Decaux qui dit que finalement le bonheur qui jusque-là était octroyé par Dieu ou par le roi est en 1789 revendiqué comme un droit et comme une conquête. Alors, si on fait finalement le tour aujourd'hui du droit, de la reconnaissance du droit au bonheur dans le monde, on se rend compte que finalement ces proclamations de principe qui ont eu lieu donc à la fin du XVIIIe siècle sont restées pendant très longtemps les seules expressions d'un droit au bonheur, sans connaître de concrétisation en droit subjectif. Et finalement, ce n'est qu'assez récemment qu'on commence à assister à un mouvement perceptible en faveur de la reconnaissance d'un droit au bonheur. Finalement, la mise au jour du droit au bonheur dans différentes normes, à différents échelons de par le monde, atteste de balbutiements.
Finalement, le droit au bonheur n'a été introduit que dans un nombre limité de constitutions de par le monde, parmi lesquelles le Japon est resté longtemps isolé. Alors, il y a là un recensement finalement des constitutions qui mentionnent le droit au bonheur. Et au passage, je remercie Ornella Seigneuri qui a fait ce recensement qui sera publié dans le prochain numéro de la revue juridique du bonheur. Et en fait, elle a recensé finalement les constitutions qui faisaient référence à ce droit au bonheur. Et finalement, on se rend compte, quand on regarde effectivement l'évolution, que on a une évolution et que de plus en plus, on commence à avoir des constitutions qui mentionnent le droit au bonheur. Ceux qui connaissent le droit à l'environnement connaissent ce frémissement progressif en fait de la reconnaissance du droit au bonheur. Donc on retrouve effectivement, alors par exemple le droit au bonheur comme devoir de l'État dans 9 constitutions. Alors évidemment, pour l'instant c'est pas beaucoup, mais c'est en évolution depuis une dizaine d'années, on va dire. On sent une vraie évolution depuis une dizaine d'années. Certains le fixent comme un devoir des citoyens. On trouve des constitutions qui considèrent que le bonheur doit être un principe ou un objectif de politique publique, et une dizaine de constitutions le considèrent comme étant un droit fondamental. On a également une reconnaissance internationale du droit au bonheur, puisque on a une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU de 2011 qui est intitulée « Le bonheur, vers une approche globale du développement ». On aura l'occasion d'y revenir. Et donc, ces dernières années, vous avez quand même des constitutions qui vont effectivement donc reconnaître le droit au bonheur, notamment la Constitution d'Islande de 2011, la Constitution, les articles de la Constitution thaïlandaise qui ont été introduits en 2017. Donc on a effectivement tout un tas d'États qui commencent à introduire ce droit au bonheur. Et puis on commence à trouver en fait de par le monde également des instruments de politique publique qui se développent. Alors là encore, le problème c'est qu'il faudra avoir du temps pour les recenser, ce qui est pas mon cas. Mais il y a bien évidemment ce que beaucoup connaissent au moins de nom, c'est le BNB, le Bonheur National Brut du Bhoutan. Qui effectivement donc est un indice qui guide les politiques publiques en prenant en compte effectivement donc le bonheur sociétal. Et puis alors moi j'avais travaillé un peu sur le budget bonheur en Nouvelle-Zélande, alors qui était l'initiative de, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la première ministre de l'époque qui n'est plus au pouvoir aujourd'hui, mais Jacinda Ardern. Qui avait effectivement initié une partie du budget national, donc de la loi de finances nationale, qui était consacrée en fait au bonheur, et donc c'était la partie budget bonheur, avec des finalement priorités qui étaient fléchées et qui bénéficiaient de fonctionnement, mais également aussi le fait de concevoir les politiques publiques en imposant en fait la conception des politiques publiques en tenant compte en fait du bonheur sociétal. Et donc finalement l'ensemble de ces reconnaissances laisse entrevoir finalement une évolution dans la reconnaissance d'un droit au bonheur qui, moi en tout cas, m'encourage à continuer à travailler sur ces questions-là. Alors, finalement, comment concevoir, comment on peut, une fois qu'on observe un certain nombre de reconnaissances de ce droit au bonheur, finalement, comment l'inscrire de manière un peu plus concrète, finalement, dans le paysage juridique. Alors bon, là, c'est là que je prends la cartouche pour les nuls. Je vais pas faire trop de théorie, parce que si on essaye d'éprouver le droit au bonheur par rapport à un certain nombre de théories classiques, il est vrai que c'est au prix d'un effort conceptuel et d'un certain pragmatisme qu'on va pouvoir imposer le droit au bonheur. Alors notamment, je me suis essayé à finalement confronter le droit au bonheur à la conception positiviste des droits fondamentaux. On est quand même à Aix-Marseille. Donc
Et là, évidemment, hein, la conception positiviste, elle ne peut que exclure l'hypothèse de la fondamentalisation d'un droit au bonheur, puisque finalement, le bonheur de tous, qui est évoqué dans le préambule de la déclaration de 1789, c'est un but qui est visé par la déclaration, mais finalement, même si on suppose que le préambule, et il me semble que c'est pas complètement tranché, même si on suppose que le préambule bénéficie finalement de la même portée normative que le reste de la déclaration qui lui a été reconnue en 1971, c'est-à-dire une valeur constitutionnelle, eh bien ce droit au bonheur de tous, finalement, il n'institue aucun droit selon lequel les sujets de droit pourraient demander et obtenir que cette fin soit atteinte. Et je citerai là Étienne Picard, hein, qui dit que pour le positiviste, la réalisation de cette fin n'est escomptée que comme un effet souhaitable ou attendu du respect par les autorités de l'état de la déclaration elle-même. Et donc si finalement les titulaires ou les bénéficiaires peuvent être identifiés, l'ensemble des citoyens, eh bien le droit au bonheur ne semble pas assorti de garanties et n'est pas entouré de sanctions, donc ça le disqualifierait effectivement dans le cadre de la doctrine positiviste. Alors évidemment, le droit au bonheur rencontre également les pires difficultés à répondre aux critères de la fondamentalité dans la perception juste naturaliste. Il va se heurter à la détermination de son sujet, de sa source et encore de son contenu. Et finalement, seule la conception essentialiste permet en réalité d'appréhender le droit au bonheur et d'envisager son caractère fondamental. Selon cette conception essentialiste, en fait, les droits sont finalement ontologiquement fondamentaux parce que leur fondamentalité, en fait, s'impose d'elle-même en ce qu'elle protège les valeurs d'une société donnée. Et finalement, cette fondamentalité va précéder la consécration juridique. Et là, si on se positionne effectivement dans la conception essentialiste, alors peut-être effectivement qu'on peut s'engager dans la discussion sur la reconnaissance d'un droit au bonheur. Et donc peut-être qu'il est simplement nécessaire de changer le prisme par lequel on examine le droit au bonheur. Et finalement, cette modification dans l'appréhension permet d'interroger le droit au bonheur un peu différemment. Et on peut alors envisager le droit au bonheur comme une finalité. Finalement, c'est ce qu'Aristote et Platon voyaient le bonheur comme la finalité humaine. Et on le voit, il apparaît que finalement, le droit au bonheur impose de remettre en perspective les conceptions les plus usitées des droits fondamentaux. Finalement, j'en viens à ce que la théorie, entre guillemets, que moi j'aurais tendance à tenir pour défendre l'existence d'un droit au bonheur. Ça part en fait de l'interrogation. Tout à l'heure, je vous ai dit que finalement, le droit au bonheur était un droit en réémergence. Et à mon sens, ça impose de s'interroger sur le signifié de cette réémergence. Finalement, j'y adjoindrai, pour les besoins du raisonnement, l'émergence du droit à l'environnement, mais également l'émergence du droit au bien-être. Qui finalement émerge, alors sinon de façon concomitante, en tout cas, à mon avis, en corrélation, parce que il me semble, et c'est là peut-être ce qui peut faire l'objet d'un débat aussi, il me semble qu'on pourrait envisager finalement le droit au bonheur comme un droit au développement durable, et finalement droit au développement durable qui formaliserait en fait la nécessaire fondamentalisation de droits inhérents au développement de la résilience de l'homme face aux contraintes socio-économiques et environnementales qu'il rencontre aujourd'hui. Alors évidemment, c'est compliqué de travailler en fait sur ces notions parce que la notion de bien-être, la notion d'environnement, la notion de bonheur sont des notions qui sont floues, polysémiques, subjectives. Donc en fait, on triple le problème en travaillant sur elles concomitamment. Mais il faut bien se fixer des défis dans la vie. Et finalement, la mobilisation qu'on peut retrouver aujourd'hui de ces concepts apparaît, à tout le moins, à mon sens, corrélative. Et finalement,
pourquoi aujourd'hui on regarde effectivement avec attention l'évolution positive d'un droit à l'environnement, hein, même si on considère que ça ne va pas assez vite évidemment. Et finalement, je me suis posé la question, qu'est-ce qui sous-tend la volonté d'avoir un développement du droit au bien-être ou du droit au bonheur qui finalement suit l'évolution du droit à l'environnement aujourd'hui. Finalement, derrière ce qui pourrait révéler un succès, hein, le droit à l'environnement est devenu un droit fondamental garanti, alors certes plus ou moins effectivement dans de nombreux États, on le retrouve aujourd'hui dans à peu près 150 constitutions. Il faut bien avouer que finalement l'environnement est l'objet d'une attention constante. Alors je vais utiliser une métaphore, hein, mais un peu comme un malade qui est atteint d'une maladie incurable et pour lequel on espère jusqu'au trépas que sera trouvé finalement l'antidote. Et donc en réalité l'essor du droit à l'environnement est finalement cyniquement, et c'est là que je vais avoir une position assez cynique, cyniquement l'essor du droit à l'environnement c'est l'expression du déclin de son objet. Dès lors, si on commence à s'interroger sur le signifié de l'émergence du droit au bien-être et du droit au bonheur en corrélation avec celle du droit à l'environnement, eh bien on n'est pas très optimiste parce que finalement si l'idée paraît au premier abord séduisante de travailler sur le droit au bonheur et que c'est empreint d'une charge positive au premier abord, eh bien ça sous-tend en fait une réalité qui est beaucoup moins optimiste et si on commence à faire un parallèle entre le droit à l'environnement et le droit au bonheur, eh bien je dirais que c'est pas nécessairement en fait l'optimisme qui va prévaloir parce que finalement les raisons à mon sens qui conduisent à la revendication d'un droit au bonheur et finalement la désespérante lenteur à mon sens dans l'évolution des conceptions et la gestion des intérêts contradictoires qu'ils semblent se dessiner freinent leur reconnaissance. Et alors là, si on considère que la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont je vous parlais tout à l'heure, du 19 juillet 2011 sur le bonheur vers une approche globale du développement, est amenée à être au droit au bonheur, ce que la déclaration de Stockholm est au droit à l'environnement, eh bien on peut entrevoir à peu près le temps qu'il risque de s'écouler avant que le droit au bonheur n'émerge au rang des droits fondamentaux, c'est-à-dire une bonne 50aine d'années. Donc ça nous renvoie quand même à 2060. Donc finalement, on a... je pense que le droit au bonheur peut être en réalité perçu comme l'expression d'un besoin d'affirmer la nécessité de l'équilibre entre les trois postulats fondateurs du concept de développement durable et leur interconnexion. Ça permettrait, bon alors là ça va être un peu spoiler alerte wokisme, ça permettrait en fait de mettre un frein au libéralisme économique en bordant finalement le développement économique, si tant est qu'on parle de développement économique, et finalement en bordant le développement économique qui ne pourrait pas se faire au détriment de la planète d'une part et au détriment du bien-être d'une grande partie de la population d'autre part. Et finalement, si avec l'émergence du droit de l'environnement, la nécessité d'évoluer vers le mieux avoir plutôt que le plus avoir s'est fait de jour, l'apparition du droit au bien-être appelle au franchissement d'une étape supplémentaire, celle du mieux-être. Et le bonheur, finalement, qui a longtemps été appréhendé par les philosophes comme une notion qui confinait à l'hédonisme, qui faisait un amalgame entre... Finalement, la philosophie faisait un amalgame entre plaisir et bonheur dans une appréhension purement individualiste qui réduit finalement le bonheur à la jouissance physique. Et on parlait alors de perception organique du bonheur. Eh bien aujourd'hui, effectivement, on peut finalement le traduire plutôt par l'amélioration des conditions de vie des populations et des sociétés, qui fait généralement prévaloir l'appréhension collective du droit sur sa perception individuelle par le truchement finalement d'une solidarité sociale qui est très bien exprimée dans le préambule de la Constitution suisse, qui proclame que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Alors après, et pour finir, l'idée c'est que le droit au bonheur pourrait constituer en fait la clé de voûte des droits fondamentaux,
une sorte de matrice en fait d'où procèdent et où retournent tous les autres droits qui doivent être lus en fait en interdépendance les uns par rapport aux autres et finalement s'éclairer mutuellement. Et je dirais que si pour Emmanuel Decaux la Révolution française avait fait passer l'appréhension par la société d'un bonheur prométhéen, un bonheur revendiqué comme un droit à une conquête, il semble aujourd'hui que finalement le droit à l'environnement, comme le développement d'un droit au bien-être et la réapparition d'une revendication appuyée sur un droit au bonheur s'inscrivent dans une perspective, je le disais tout à l'heure, de préservation de leur objet. Et que finalement, contrairement à de nombreux droits qui ont émergé pour conforter, améliorer la situation des populations via la conquête de nouveaux droits, on a l'impression aujourd'hui que l'apparition ou la gestation de ces droits, environnement, bien-être, bonheur, ont en commun finalement un changement de paradigme. Et on a l'impression que plutôt que des droits conquêtes, on tombe en fait, on est en train d'assister à l'émergence de droits dits résilience, de droits conquêtes finalement qui visaient à améliorer la qualité de vie des populations. L'homme en vient finalement à implorer la reconnaissance de droits qui lui permettrait de survivre à une situation qu'il a lui-même créée. Et finalement, on peut... je vois, moi, dans le triptyque environnement, bien-être, bonheur, cette redéfinition du concept de développement durable dans une version finalement fondamentalisée, où le droit au bien-être, aux côtés du droit à l'environnement et au développement, serait finalement exprimerait une acception plus pressante du développement durable, qui s'exprimait finalement via le droit au bonheur pour faire face à la dégradation et à l'urgence de la situation. Si on veut voir effectivement le verre à moitié plein et se raccrocher à la charge positive des notions de bien-être et de bonheur, on peut finalement essayer de mettre en valeur des solutions inventées à travers le monde pour tendre vers l'idéal révolutionnaire d'un droit au bonheur et de faire en sorte qu'on s'en rapproche. Et évidemment, et c'est là-dessus qu'à mon sens il faut travailler, ça nécessite de proposer des évolutions conceptuelles juridiques nécessaires pour que finalement le droit ne soit pas un obstacle à la reconnaissance d'un droit au bonheur, mais fournisse finalement les outils pour que les outils juridiques nécessaires pour que les politiques publiques relaient cet idéal révolutionnaire et que finalement, je reprends les termes de la Déclaration des droits de l'homme, que la satisfaction des réclamations des citoyens tourne toujours autour de la recherche du bonheur de tous. Et finalement, ça vise évidemment à remettre en cause la prééminence et l'isolement du pilier économique, puisque finalement, le droit au bonheur vise à faire face aux contraintes qui sont vécues par de plus en plus de populations. Et finalement, le droit au bonheur aurait une vocation globale qui doit finalement s'opérer. Et donc ça donne évidemment un caractère politique au droit au bonheur. Et je reprendrai une citation de Félicien Lemaire, pardon, j'ai oublié de Félicien Lemaire, qui me paraît assez bien résumé, en tout cas ce que moi je fais de mes recherches sur le droit au bonheur. Il dit osera-t-on aller jusqu'à prétendre qu'ainsi perçu, le bonheur constitue en filigrane l'origine, le principe et le but de tous les droits et libertés fondamentaux? Serait-ce la Grundnorm évoquée par Kelsen, suspendue au-dessus de l'édifice juridique, sans qu'un nom ou un contenu ne lui ait jamais été donné? C'est vraiment cette philosophie-là, je pense qu'il faut emprunter pour appréhender le droit au bonheur. Et j'en finirai par dire que du coup, on peut être qu'en total désaccord avec Marianne Frison-Roche, pour qui il n'existe et il ne faut absolument pas qu'il existe un droit au bonheur. Notion non seulement stupide, ce qui ne serait guère grave, mais surtout conception catastrophique pouvant amener à une sorte d'obligation totalitaire au bonheur dont le droit pourrait nous menacer. Alors évidemment, la déviance de certains États invoquant un bonheur comme alibi à leur autoritarisme ne saurait effacer finalement, à mon sens en tout cas, la dynamique bien plus positive sous-tendue par le mouvement actuel en faveur de la consécration de ces droits à résilience,
qui sont finalement commandées par une logique combative qui vise à renverser quelque part cette tendance que moi je perçois finalement comme autodestructive du monde, et donc qui montrerait que le monde est un peu en introspection. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci.